Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous tous, chers frères et sœurs. Je suis Élisée Honta, analyste financier, économiste. Et je fais une vidéo sur la réponse des chefs d'État ou de l'administration démocrate à la crise du déficit de la balance commerciale des États-Unis. Donc, comme j'ai expliqué, les États-Unis, depuis aujourd'hui plus d'une décennie, se plaignent des autres pays qui pratiquent une dévaluation compétitive de leur monnaie. Donc voilà, les autres pays pratiquent une dévaluation compétitive, de leur monnaie. Ils ne respectent pas le trade déficit, hein, ils ne respectent pas la propriété intellectuelle. Donc, ils font des dévaluations compétitives de leur monnaie et ils appliquent des tarifs douaniers, par exemple de 37%, quand l'Amérique leur applique des tarifs douaniers de 5%, donc il y a un déséquilibre. Et ces déséquilibres-là, donc les économistes ont calculé ça, du ministère du Commerce aux États-Unis, ont calculé ça fait un écart de 67% qui est supporté par les États-Unis. Donc il y a un trait de déficit. Et comme vous le savez, le trait de déficit se traduit par un déséquilibre de la balance des paiements. Et les États-Unis doivent soit recourir à la planche à billets, donc la politique monétaire, soit recourir à une augmentation des impôts, essentiellement sur les travailleurs, parce que les grandes entreprises font l'optimisation fiscale. Et donc les impôts n'ont cessé d'augmenter sur les travailleurs jusqu'à atteindre un niveau qui est vraiment que les gens ne sont pas contents. Vous avez des gens qui partent de l'Amérique pour aller travailler en Thaïlande, par exemple, parce qu'ici, là, ils sont soumis à 30% d'imposition, alors qu'en Thaïlande, ils sont soumis à 5% d'imposition, par exemple. Donc, le gouvernement américain voit ça et il se doit de réagir, mais la réaction diffère selon les administrations. Donc, comme je disais, le déficit, c'est une... J'ai déjà posté ça, je crois, sur ma page. Et quand vous regardez ça sur ma page, vous voyez bien que l'administration, quand vous voyez sur la page, vous voyez que aux États-Unis, plus de 50% des impôts, des taxes de l'État sont payés par l'impôt sur le revenu des particuliers. Les droits de douane ne représentent que 5% d'impôts sur les particuliers. 5% seulement. 5% des droits de douane. Donc, c'est vrai que les démocrates ne sont pas d'accord avec les tarifs, parce qu'ils disent que les tarifs vont heurter les classes moyennes, qui sont en gros leur électorat. Ça veut dire que les classes basses et les classes moyennes, c'est en gros leur électorat. Ils trouvent que, bon, voilà, les gens qui travaillent à l'intérim, 1, 2 travaillent pour pouvoir colmater les brèches à la fin du mois. L'administration américaine trouve que c'est faible et qu'il faudrait, par exemple, relever le niveau en mettant un peu plus, c'est-à-dire que ces revenus-là, ces gens-là ont des revenus faibles, c'est-à-dire qu'ils gagnent entre 10 000, 20 000, 30, 40 000 dollars par an. Et l'administration trouve que si on augmente les tarifs, ça va représenter un surplus en termes d'inflation de 3 000 à 5 000 dollars en fonction des ménages. Et donc, ça va appauvrir davantage les ménages. Donc, c'est pour ça que vous avez vu les marches dans la rue, etc. Ce que je voulais dire ici, là, c'est qu'il ne faut pas croire, comme j'ai lu dans les réseaux sociaux, certains extrémistes, j'appelle bien extrémistes, parce que ce ne sont ni des économistes, ni des universitaires, ni rien du tout. On ne leur connaît pas un parcours universitaire, on ne leur connaît, bref, rien du tout. Hein. Ce sont seulement des agitateurs et qui font dans l'extrémisme. Et c'est à cause de ces extrémistes que nous prenons la parole, parce que sinon ça débouche sur un enfumage des populations qui ne se retrouvent plus. Bon. Première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'administration Obama, par exemple, a commencé à s'attaquer au problème de trade déficit. Mais l'administration Obama fait ça différemment. Évidemment, il avait des économistes autour de lui qui le conseillent, comme le Larry Summers. Larry Summers, c'est le président de Harvard School of Business, par exemple. Et Larry Summers, par exemple, on fait savoir au président Obama, en prélevant les données statistiques, on regarde d'abord les postes qui sont les plus importants en termes de déficit. Ça veut dire que vous ne vous attaquez pas à tout. C'est un peu le reproche qu'on fait au tarif de Donald Trump, c'est que ça prend tout. Alors que
L'administration Obama disait, bon voilà, on ne va pas toucher ça parce que ça concerne les classes moyennes, on ne va pas toucher ça. On ne va pas mettre les 10% de tarifs sur les chaussures, par exemple, sur les serviettes, sur les draps, sur les chemises, sur les jeans, les choses textiles, bref. Parce que c'est des choses qui sont destinées aux classes moyennes, aux classes pauvres. Et qui font leurs courses chez Walmart, qui font leurs courses chez Kruger, qui font leurs courses, etc., etc. Ou chez Costco, chez Sam's Club, etc., etc. C'est la classe moyenne. On ne va pas mettre les taxes sur le riz qui vient de Thaïlande. C'est quand même le riz que les gens mangent ici, etc., etc., etc. La guerre commerciale ne porte pas sur ça. Donc, l'administration Obama a mené d'abord un plan sectoriel. Donc, on regarde les secteurs d'activité où les produits subventionnés rentrent en Chine et les montants se chiffrent en centaines de milliards de dollars et c'est ça qui augmente rapidement notre déficit. Je rappelle que quand Obama arrive, le déficit est au-delà de 1 trillion de dollars. Donc, il va utiliser la politique industrielle. Donc, la politique industrielle. Pourquoi? Il va cibler, par exemple, la sidérurgie. Donc, la sidérurgie, ceux qui ont suivi les 3 débats qu'il y avait entre Barack Obama et Mitt Romney, hein, c'était autour de la sidérurgie. Donc, la sidérurgie, la Chine a du fer. La Chine prend du fer en Afrique, par exemple, mais aussi le cuivre, par exemple. Et donc, que faisait la Chine? La Chine dévaluait sa monnaie, comme j'ai dit, dévaluation compétitive, subventionnait ses industries, qui sont souvent les industries d'État. Donc, quand on fait les dévaluations compétitives, puis les subventions, et vous entrez sur un marché américain, vous êtes taxé à 5%, ça faisait que l'acier américain chinois arrivait sur le marché américain 50% moins cher. 50% moins cher. Je dis bien 50% moins cher. Ce qui a heurté terriblement les entreprises américaines. Les entreprises, ça a heurté terriblement les entreprises américaines. Donc, les entreprises américaines n'ont pas hésité donc les entreprises américaines n'ont pas hésité à réagir, en disant bon voilà, ça va pas se passer comme ça. Il va falloir que l'État américain fasse quelque chose. Donc, beaucoup de fonderies avaient fermé en Pennsylvanie, dans l'Illinois, dans l'Iowa, dans le Michigan, dans l'Ohio, hein, les ports, quand même, dans les ports comme le port de Cleveland, le port de Detroit, les ports de Chicago. C'était les grands ports où il y avait beaucoup de fer qui arrivait sous forme de sable et était transformé. Donc, la première difficulté de Barack Obama, c'était qu'à partir du moment où les démocrates sont rentrés dans l'accord de Paris, ou poussaient pour avoir l'accord de Paris sur le climate change, donc l'accord de Paris, la COP 21, COP 24, tout ça, les choses-là, ils ne pouvaient pas permettre de réouvrir les centrales à charbon qui étaient énormément polluantes pour la nature. Donc, Barack Obama a mis en place d'énormes crédits, des subventions, et ces subventions ont permis de construire des centrales à charbon, donc permis de construire des centrales à charbon qui ne polluent plus, clean coal, avec 0 émission de CO2. Donc d'habitude quand on veut caricaturer l'Amérique, on vous montre des sortes d'endroits où il y a des fourneaux qui émettent une fumée, ça monte. Donc, ce sont des centrales à charbon. Donc ils ont mis en place la centrale à charbon clean coal, ça veut dire qu'il y a 0 émission de CO2. Et il permet de capturer le CO2 qui s'échappe et de transformer ce CO2 là pour faire du gaz, hein, qui permet qu'on met dans les boissons gazeuses que nous buvons, etc., etc. Donc, il a fallu financer la recherche pour éliminer le CO2 des centrales à charbon. Donc, ça a permis la réouverture des centrales à charbon pour produire énormément d'électricité et mettre ça sur le marché. Donc, je fais une parenthèse parce que vous comprendrez plus tard comment la France s'est fait dégager de l'AES, hein, des pays du Sahel. Et qui en réalité, même s'il y a la Russie, il y a aussi les États-Unis qui permettent qu'il y ait un nettoyage de tous les bandes d'armées là dans le Sahel, parce que les Américains, le Niger est très stratégique pour eux. L'uranium du Niger va permettre de réouvrir et de faire fonctionner beaucoup de centrales nucléaires sur le territoire américain dans l'objectif de la relocation, pas la relocation ou la relocalisation des industries qui sont parties à l'étranger. Donc Barack Obama a financé beaucoup les centrales à charbon sans émission de CO2. Deuxièmement, il a mis de gros crédits sur la table pour la modernisation des aciéries. Moi, j'en connais une là, Mena, pas loin, j'ai déjà visité ça. Vous allez voir comment ils ont changé les machines, ils ont changé les lignes de production, ils ont automatisé les parties qui étaient les plus difficiles
Ils ont mis en place des systèmes de refroidissement, beaucoup de choses. Donc, ils ont refait, même les pavés, les dallettes, on leur a imposé des normes très strictes et ils ont refait ces aciéries. Donc, quand ils ont refait ces aciéries, ils ont réouvert ces aciéries-là. Et quand ils ont réouvert ces aciéries, je me rappelle très bien, ils ont réouvert ces aciéries, donc ils ont recommencé à produire. Et donc, quand ils ont recommencé à produire, c'est seulement à ce moment que Obama a mis des taxes sur l'acier chinois assez élevées qui font que maintenant les aciéries ou la sidérurgie américaine devient fournisseur de ces usines. Bon. La difficulté maintenant qui se pose entre le Canada et le Mexique, c'est que l'administration américaine, tout ça c'est sur le site du ministère du Commerce et du National Bureau of Economics. Si vous allez lire ça, vous allez voir là-bas. C'est pour ça que j'en parle, pour que ça, mon direct n'ait pas l'impression que je suis en train d'attaquer un pays ou une communauté ou des États. Les Américains estiment que le Canada et le Mexique ont accueilli les investissements que le Canada et le Mexique ont accueilli les investissements de la Chine, dans la sidérurgie notamment, et que donc le Canada, voyant que ses citoyens ne peuvent pas faire ça, a fait appel à l'immigration africaine d'urgence, l'immigration africaine qui est rentrée pour travailler dans ces fonderies-là, ces aciéries, et que rapidement ça a débouché sur le fait que le Canada est devenu, sur une décennie ou un peu plus d'une décennie, un fournisseur majeur d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Mais également le Mexique pareil. Donc tout ça, ça fâche un peu les États-Unis. Donc d'abord, dans un premier temps, il faut noter que lorsque Obama a relocalisé les aciéries sur le territoire américain, ça a diminué d'un tiers le déficit commercial des États-Unis. Vous pouvez aller consulter les datas, les données sur le site du Natural Bureau of Economic.gov. Vous allez voir ça là-bas, vous téléchargez ça en mode Excel, vous pouvez consulter. Donc ça a réduit de un tiers parce que l'acier compte pour beaucoup, pour la construction des ponts, pour la construction des routes, etc., etc. Et c'est d'ailleurs lorsque les Américains ont achevé le processus de modernisation de leur fonderie qu'ils ont lancé ce qu'ils ont appelé le Infrastructure Plan avec Joe Biden. Donc, on a commencé à refaire les routes, commencé à refaire les ponts, commencé à refaire des aéroports, commencé à refaire les rails dans les métros, etc. Quand vous prenez le métro de Washington, dans le métro, vous voyez qu'il y a des lignes qui sont fermées parce qu'on travaille parfois la nuit jusqu'au matin. Après, on réouvre, on change les rails, etc., etc. Idem dans le métro de Chicago. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. La construction de nouvelles lignes de métro, par exemple, dans les villes de Los Angeles, etc., etc., etc. Tout ça, c'est parce que l'acier, vous n'entendez pas de bruit de remue-ménage dans l'acier. Donc, les États-Unis ont mis des tarifs, mais au préalable, Obama avait mis en place, comme on dit, Set-up Industrial Policy. Set-up Industrial Strategy. Set-up Industrial Policy. Donc, ils avaient mis en place au préalable une politique industrielle. La politique industrielle a permis de mettre en place l'effet substitution, a permis de substituer un acier produit désormais aux États-Unis en respectant l'environnement avec les centrales à charbon et les sidérurgies, et qui a permis maintenant de relancer la construction du logement, la construction des routes, etc., etc. Évidemment, l'acier qui est produit aux États-Unis ne comble pas 100% de la demande. Va combler peut-être 2 tiers de la demande et il y a un autre tiers qui vient du Canada et du Mexique. Donc là-dessus, Donald Trump dit que voilà, nous sommes des partenaires parce que l'intérêt c'est de créer des emplois au Canada et au Mexique, surtout au Mexique pour éviter l'immigration. Nous sommes des partenaires, donc je pense qu'ils aimeraient peut-être que le Canada et le Mexique rachètent ces actifs-là à des investisseurs venus d'ailleurs et modernisent ça, se mettent aux normes américaines afin maintenant de pouvoir rentrer sur le marché. Donc ce sont des discussions qu'il va y avoir, ça prend du temps, mais s'il se passe quelque chose, nous n'hésiterons pas à vous informer ici. Ça a été la réponse de l'administration Obama à la question du déficit commercial. La deuxième réponse que je voulais parler ici, c'est l'administration Biden, parce qu'après Obama, il y a eu le gouvernement de l'administration de Donald Trump, et après il y a eu l'administration de Joe Biden. Voilà, Biden-Harris, comme on dit, l'administration de Joe Biden et Kamala Harris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'administration de Joe Biden et Kamala Harris? Ce qui s'est passé dans l'administration de Joe Biden et Kamala Harris, c'est que Joe Biden aussi a utilisé la politique industrielle. Donc, il n'a pas voulu mettre les taxes sur le riz qui vient de Thaïlande, les chaussures qui viennent de Chine, les serviettes ou les draps, bref, tout dans le même sac, on ramasse tout.
Je pense que l'administration Biden s'est focalisée sur les semi-conducteurs. Parce que voyez-vous, quand vous achetez un téléphone portable, semi-conducteur, une télévision, semi-conducteur, un frigo, aujourd'hui je ne parle pas des vieux frigos qui sont dans la brocante au pays là. Ce que les gens appellent ici frigo américain, donc les frigos avec les featuring, tout ça, semi-conducteurs. Les tablettes semi-conducteurs, même les machines à laver désormais semi-conducteurs, les voitures semi-conducteurs, les métros, les trains à grande vitesse semi-conducteurs, les avions semi-conducteurs, les missiles semi-conducteurs, les drones semi-conducteurs, les tracteurs semi-conducteurs, etc., etc. Donc, avec l'automatisation, le semi-conducteur est partout. Les lignes industrielles semi-conducteurs. Donc, les semi-conducteurs sont partout. Donc, là-dessus, l'administration Biden a estimé que les entreprises américaines se font copier en Chine. Donc, ils ont commencé par prendre certaines mesures en disant, voilà, si vous travaillez aux États-Unis, si vous avez une green card et si vous avez la nationalité américaine, vous ne pouvez plus partir travailler en Chine pour une entreprise chinoise si vous avez connaissance du savoir stratégique. Sinon, si vous êtes citoyen américain, on va vous arrêter. Et si vous avez une green card, votre green card, disait-on à l'époque, vous pouvez avoir des problèmes parce qu'on peut considérer que c'est, comme on dit, threaten to national security. Donc, ça a réduit le nombre de travailleurs américains qui se déplaçaient pour aller travailler pour les entreprises chinoises, notamment les personnes qui avaient la double nationalité. Ça a été le point de départ. Je me rappelle, j'avais partagé cet article de Wall Street Journal sur mon compte Élisée Yonta. Donc, si vous fouillez, vous pouvez trouver ça quelque part là, ce serait long à... Ça, c'est la première mesure qu'a pris l'administration Biden. Deuxième mesure, ils ont mis en place d'énormes crédits. D'énormes crédits pour financer la recherche. Et pour cela, ils ont passé une loi bipartisane. Bipartisan. C'est ce qu'on reproche notamment à l'administration Trump. Qu'ils procèdent par executive order, donc sans consulter les élus, les sénateurs, les congressmen. Et les sénateurs, les congressmen, eux, ils sont là, ils ne disent rien. Tout est décidé à la Maison Blanche sans les consulter et ils ne peuvent rien dire. Donc, ils sont en garde à vous. Donc, l'administration Biden avait passé une bipartisan rule, donc bipartisan, qui s'appelle American Science and Chip Act. American Science and Chip Act. Donc, c'est une loi qui met les crédits sur la table. C'est une loi qui met de gros moyens pour la recherche, mais qui dit également que les produits de la recherche, là, ce qui sort de la recherche, là, vous ne pouvez pas transférer ça dans un pays étranger, en l'occurrence en Chine ou en Europe. Autrement dit, il met des moyens pour découvrir des semi-conducteurs de près d'un siècle d'avance sur la Chine. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Près d'un siècle d'avance. Vous avez, quand on a annoncé des trucs, on dit, oh, par exemple, je ne veux pas dire là, par exemple, quand on dit, oh, Nvidia, moi j'ai vu des professeurs qui disaient, si c'est rien, parce que nous, dans le laboratoire, Niasbeck, un de nos professeurs là, qui conseille les Bill Gates et tous ces gens-là, qui dit que nous, dans nos laboratoires, là, on a un siècle d'avance sur eux. Donc, mais ils ne veulent plus faire des deals avec les grandes entreprises parce qu'ils estiment que, bon, voilà, quand on fait des deals, par exemple, avec l'entreprise de Jack Welch, là, comment on appelle, General Electric, par exemple, General Electric va faire fabriquer en Chine, et les Chinois copient, et après General Electric ne nous reverse pas l'argent des brevets. Donc, le American Science Act dit, voilà, si tu veux utiliser les brevets là, tu dois désormais produire aux États-Unis. Comme ça, quand tu produis aux États-Unis, il n'y a plus de risque que la propriété intellectuelle soit volée. Et comme la propriété intellectuelle n'est pas volée et que tu produis sur le territoire américain, tu es obligé d'installer l'usine aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que vous avez vu, les Coréens ont transféré la chaîne de valeur de chips, donc de semi-conducteurs aux États-Unis, parce que vous êtes sans savoir que l'un des champions du monde de la production de l'électronique, de l'électroménager, c'est Samsung, qui est coréen. L'un des grands champions de production de véhicules, etc., c'est Hyundai, c'est Kia, etc., qui sont des entreprises coréennes. Donc, ils ont transféré la production aux États-Unis. Les Taïwanais de TMC également ont transféré la chaîne de valeur aux États-Unis parce que s'ils n'ont pas accès à cette technologie, ils vont se faire larguer très rapidement. Apple, qui veut aussi entrer dans ce secteur, a transféré. Donc, vous avez vu, ils ont dit, voilà, on va faire une usine
avait 20 000 travailleurs à Houston, dans le Texas. Donc, Apple a transféré la chaîne de valeur de la fabrication, non seulement dans les semi-conducteurs, aux États-Unis. Vous avez beaucoup, Intel, par exemple, etc., va avoir accès à cette recherche-là pour se relancer parce que vous pouvez, par exemple, voir ce qui attend la Chine dans les années à venir. Intel, faute de ce savoir-là, Intel a chuté, jusqu'à l'action Intel aujourd'hui à 19 $. Alors que Intel, à l'époque, c'est eux qui faisaient la bourse. Donc, quand vous n'avez pas à voir dans ce domaine de l'innovation, quand vous n'arrivez pas à upgrade les produits que vous mettez sur le marché, les gens vous abandonnent tout de suite parce que ça dépend. Quand j'ai entendu les gens dire « Ah non, on va produire en Chine, ça va revenir moins cher. » Mais attendez, voici un téléphone que j'ai acheté il y a 3 ans. Le voilà là. Je l'ai acheté il y a 3 ans. Vous pouvez le voir. 3 ans. Ou 3 ans, oui. En 2020. Donc quand la pandémie commençait, je l'ai acheté. Aujourd'hui, il est carrément caduc. Caduc. Hein? Galaxy Note 10. Aujourd'hui, on est à 25. Hein? Celui à partir duquel je fais le direct, il est 24. Et je présume que dans 3 ans, le 24 là ne vaudra plus rien. Donc, si vous n'avez pas les moyens d'innover, vous êtes foutu. Donc, ce qui fait que l'American Science and Chip Act fait que les États-Unis espèrent, avec les semi-conducteurs issus de l'innovation et de la recherche, où ils sont très en avance, ces semi-conducteurs-là maintenant vont, je vais pas parler de ce qu'il y a eu où le FBI a même mené des raids chez certains professeurs d'université d'origine américaine, d'origine chinoise ici aux États-Unis, dans l'université de l'Indiana. Je lisais ça dans le intranet de l'université. Et donc, le American Science and Chip Act fait que désormais la recherche va se concentrer ici et la fabrication va se concentrer aussi aux États-Unis. Pourquoi la fabrication va se concentrer? Justement, c'est ce que je vous disais. Ils ont mis en place l'industrie 2.0, l'industrie 4.0. Industrie 4.0, qui fait que quand on calcule le coût de production pour des biens comme ça, là, les semi-conducteurs, le matériel électronique, etc., etc., on arrive à des mêmes coûts que la Chine, même avec le currency manipulation. Et donc, il se dit, si dans les discussions, ils arrivent, c'est l'assumption de Donald Trump, si dans les discussions, on arrive à sortir de là avec les chips moins chers, hein, on arrive à sortir de là avec les chips moins chers, on arrive de là à sortir avec on arrive de sortir de là avec les droits de douane zéro de tous les côtés, on arrive à sortir de là avec l'absence de currency manipulation et des accords pour le paiement de la propriété intellectuelle. Ce qui va se passer, les États-Unis seront plus compétitifs en termes d'innovation. Ça veut dire que vous allez vouloir acheter un portable, un téléphone, peut-être qui va venir d'Amérique. Ça va coûter 800 $ sur le territoire américain, mais ce sera, par exemple, si on dit version 16, ce sera peut-être version 20, quand ce qui va venir d'Asie, peut-être à 500 $, sera version 10, donc ça va intéresser personne. C'est l'assumption, non, c'est l'American Chip Act. Non, l'American Chip Act, comme on le voit, est donc une forme de protectionnisme. D'abord parce qu'il donne de l'argent massivement pour subventionner le démarrage des usines. C'est ce que Donald Trump vous a dit, qu'il y a plusieurs trillions de dollars d'investissements qui arrivent en Amérique. Il ne ment pas. Apple 500 milliards, SoftBank 200 milliards, etc. Intel 200 milliards, etc., etc., etc. Quand on additionne, les investissements sont en cours, les usines sont en cours. Le président Biden était où Intel a lancé son usine. Le président Trump sera prochainement là où à Houston, là où Apple va lancer son usine. Il y aura SoftBank en Californie, etc. Donc, ça va créer TMC, etc. Ça va créer beaucoup, TMSC. Voilà, ça va créer beaucoup d'investissements sur le territoire américain. Et comme il n'y aura plus d'exportation, de sous-traitance à l'étranger, etc., la technologie va rester ici. Qui fait que les gens qui veulent fabriquer les téléviseurs, l'électroménager, etc., etc., vont construire des usines modernes avec des robots dans le segment, il y avait les êtres humains, et dans certains segments, qui fait que ça va rapatrier une bonne partie des emplois et que vous allez voir que les téléviseurs que vous allez utiliser en Europe, que vous allez utiliser en Afrique, en Amérique latine, les machines à laver, etc., etc., seront fabriquées sur le territoire américain. Voilà, donc c'est ça. C'est un peu le plan de l'administration Biden. Et je pense que les projections que les économistes du département du commerce aux États-Unis ont fait, ils estiment que quand l'American Chip Act sera à son optimum, les États-Unis seront en phase d'excédent excédent commercial
sur le marché international. Parce que rien que les semi-conducteurs, l'électroménager, ce qu'on appelle les consumer devices, là, les téléphones portables, les tablettes, les consoles Nintendo, toutes ces histoires-là, fabriquées ici, là, mis sur le marché mondial, ça va les permettre rapidement de faire basculer le truc et d'être en excédent, par exemple, de près de 500 milliards de dollars. C'est de ça, donc, de ramener sur le territoire américain beaucoup d'emplois. Comme j'ai vu des gens dire ironiquement, il n'est pas question, par exemple, d'aller produire le riz en Amérique pour aller vendre en Thaïlande. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Donc, c'est sectoriel. Donc, voilà la stratégie que, par exemple, le Parti démocrate a utilisée, évidemment, qui se met en place progressivement, évidemment, qui va créer des emplois progressivement, évidemment, qui va relocaliser la recherche dans les universités, remotiver les chercheurs qui avaient perdu et remettre l'argent dans les... Parce que c'est une des choses où les universités gagnent beaucoup d'argent, c'est ce qu'on appelle les patents ici aux États-Unis. C'est les brevets que les universités déposent et elles partagent ces brevets avec les grandes entreprises. Donc en gros, je vous ai expliqué, voilà la réponse par exemple qu'on donne les démocrates. Donc dans une autre vidéo, la troisième et la dernière que je vais faire sur le sujet, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe donc avec les tarifs qu'ont mis l'administration de Donald Trump et pourquoi ça heurte beaucoup de gens. J'espère que je reste sur le terrain économique, je ne m'aventure pas sur le terrain politique, hein, parce que c'est très glissant en ce moment, c'est très chaud là dehors et vraiment il faut faire très attention. Quand c'est chaud comme ça ici, il faut faire attention quand vous sortez là dehors. Voilà. Donc voilà, ma vidéo s'achève ici. Je remercie tous ceux qui l'ont regardé. Je vous prie de mettre un like sur la vidéo, je vous prie de la partager et d'inviter vos amis à s'abonner sur notre page, à s'abonner également, mais également souscrivez à notre membership pour soutenir le développement de notre chaîne. Je vous souhaite de passer à tous une bonne et agréable semaine. Bye.